Il y a donc des chercheurs qui se débrouillent tout seuls et dont les résultats impactent quand même la vie de nos populations. Alors, l'abri, qui est initié par notre ministre de tutelle, va finalement permettre à tous ceux-là de profiter des expériences des laboratoires. Donc, si chez eux, ils n'avaient pas la possibilité de travailler de façon très scientifique, on leur donne un cadre maintenant au niveau de l'abri, avec des laboratoires spécialisés qui sont mutualisés. Chacun peut venir expérimenter dans les laboratoires qui sont des moyens de Là, c'est encore plus facile. C'est plus facile. Donc, chacun n'aura plus son laboratoire émietté, mais on va concentrer les énergies pour construire des laboratoires pas thématiques et qui seront très intéressants pour tout cela de venir faire des mesures, des calculs et de bénéficier de l'accompagnement des chercheurs qui sont déjà réputés être de très grands chercheurs pour pouvoir avoir des résultats très concrets. D'accord. Honora Satogina, merci beaucoup d'être venu pour ces explications et ces éclairages. Merci à vous. Vous passez un excellent lundi. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Allez, il est déjà 7h, c'est l'heure du bulletin. C'est une présentation de Awa Sherif. Oui, il est déjà 7h par ici. 7h, c'est l'heure du bulletin d'information. Une présentation de Awa Sherif. Bonjour, Awa. Bonjour, Ricardo. Serge, bonjour. Bonjour, Awa. Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue. C'est le bulletin d'information. Désormais une réalité. La coalition Bénin en route rejoint officiellement le bloc républicain. Une annonce faite au terme d'un congrès extraordinaire tenu à Dambo. On retrouve Guillaume Avienou pour plus de détails. Militants et leaders de la coalition Bénin en route, soutenus par d'autres formations politiques de la mouvance présidentielle au stade communal de Dambo. C'est ici et à la faveur d'un congrès extraordinaire que l'organisation va prendre une décision qualifiée d'historique, se plier à la volonté du chef de l'État de voir ses partisans se constituer en 2 blocs politiques conformément à la charte des partis politiques et au code électoral en République du Bénin. Vu le quitus donné par les délégués départementaux de la coalition Bénin en route, les congressistes présents et représentés confirment l'autorisation donnée à la direction exécutive nationale de la coalition Bénin en route de poursuivre et de finaliser le processus de fusion et d'intégration au bloc républicain, donnant quitus de pourvoir les membres fondateurs de la coalition Bénin en route de ce bloc républicain, estampillé et fait à Dambo le 10 novembre 2018. Une décision qui ne semble pas avoir été facile à prendre pour les responsables de la coalition Bénin en route. Le mouvement aurait bien voulu démontrer sa force de frappe sur le terrain, mais doit désormais se résoudre à mouiller le maillot aux côtés de d'autres organisations membres du bloc républicain pour garantir une plus grande victoire aux prochaines élections législatives communales et locales, puis à la présidentielle de 2021 au président Patrice Talon. On a souffert jour et nuit. Nous avons traversé monts et vallées pour faire asseoir Bénin en route. On voulait aller aux élections seuls. Mais notre chef, notre leader charismatique a souhaité que nous soyons obéissants et que nous entrons dans l'un des blocs qu'il est en train de préparer. Nous ne pouvons pas dire non. Nous avions dit oui. Et vous venez de sanctionner cette adhésion par votre oui massif. Avec l'adhésion de la coalition Bénin en route au bloc républicain, l'organisation perd ses attributs au profit du grand ensemble appelé à se muer en parti politique dans les tout prochains jours. Et on reste toujours en politique avec le bloc progressiste qui vient encore d'enregistrer de nouveaux membres. Il s'agit des coordonnateurs communaux de campagne CCC et des coordonnateurs de campagne d'arrondissement CCA de la 6e circonscription électorale. À travers un congrès extraordinaire tenu ce samedi à Abomey-Calavi, les militants de ce creuset ont fait officiellement leur entrée dans le bloc. Retrouvons Jean-Claude Jim pour plus de précisions. Il se réclame de ceux qui ont contribué à l'élection du chef de l'État. Venus de Zé, Soava et Abomey-Calavi, ces membres des coordinations de campagne communale ou d'arrondissement, CCC ou CCA,
reste mobilisé derrière le président de la République. En témoigne cette déclaration d'adhésion au bloc progressiste. Notre soutien et notre admiration pour le chef de l'État, le président Patrice Talon, sont restés sans faille depuis lors et ne porteront jamais de rides. Nous tous ici présents à ce congrès, membres des coordinations communales de campagne CCC et des coordinations de campagne d'arrondissement CCA, de la 6e circonscription électorale Calavi, Soava et Zé, adhérons solennellement, librement et collectivement à l'Union progressiste. Nous nous engageons ici à travailler maintenant, main dans la main, avec l'ensemble des membres de ce bloc pour l'atteinte des nobles objectifs fixés pour le développement harmonieux de notre pays. Désormais, le message est clair. L'intérêt commun prime sur l'intérêt individuel. Aux côtés de ces jeunes, le ministre Oswald Omeki du Tourisme, mais aussi les femmes, les sages et les têtes couronnées qui partagent la vision du nouveau départ. Aujourd'hui, nous ne saisissons pas encore le sens des réformes engagées par le chef de l'État, mais demain, nous comprendrons. Moi, je voudrais quand même demander au président de la République de penser à nous les femmes parce que nous souffrons trop. Nous appelons de tous nos voeux les microcrédits. Nous, sages, têtes couronnées et notables, hauts dignitaires de la 6e circonscription électorale, apportons notre soutien indéfectible et sans faille au programme d'action du gouvernement et à toutes les réformes. En cette veille des législatives, ces militants de la 6e circonscription électorale se donnent pour mission d'aller convaincre le plus grand nombre au profit du nouveau départ. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Mouel bénin s'agrandit également. Il a reçu ce samedi 10 novembre 2018 l'adhésion du Parti national du citoyen et du développement PNCD. Le mariage a eu lieu à Akpakpa en présence des responsables des deux partis politiques et leurs mouvements. On retrouve Jérôme Bo et Alexis Serbemont. Né en 2016, le Parti national du citoyen et du développement est l'un des mouvements politiques qui ont mouillé le maillot pour l'élection de Patrice Talon. Du projet de société devenu programme d'action du gouvernement, le PNCD salue les réformes courageuses entreprises pour sortir le Bénin des sentiers battus et le hisser sur l'étendard irréversible du développement. Un Bénin mieux gouverné. Un Bénin où les grèves égoïstes et impitoyables n'aboutiront plus. Nos enfants pour les laisser échouer massivement aux examens de fin d'année. Un Bénin où les grèves ne laisseront plus mourir impuissants nos parents dans les hôpitaux et centres de santé publics. Un Bénin où les prédateurs de deniers publics ne sont plus impunis. Un Bénin où il ne sera plus jamais question de concours frauduleux. Un Bénin doté d'une véritable administration de développement. Mais l'élément modificateur, c'est la loi numéro 2018-23 portant nouvelle charte des partis politiques en République du Bénin. Le PNCD s'y conforme après une prospection et des consultations responsables. Le PNCD a fait le choix de se fondre dans un parti qui travaille pour une nouvelle manière de faire la politique au Bénin. Un parti qui travaille pour que tous ses militants connaissent et assument leurs droits et devoirs vis-à-vis du parti. Le PNCD a choisi de faire fusion avec le parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, en abrégé Mouel Bénin, pour un nouveau départ et pour aider à révéler le Bénin. Jacques Ayadji et les membres fondateurs du Mouel Bénin ont fortement salué l'acte d'humilité du PNCD en qui ils voient déjà un changement fondamental.
dans tout le monde entier, les changements les plus spectaculaires commencent toujours par un petit groupe. Et le changement du Bénin va commencer par le petit groupe que nous constituons aujourd'hui, par Mouel Bénin, par la grâce de Dieu. Parce que le Bénin a besoin de ce changement-là. C'est une fierté pour vous. Moi, je ne revendique rien du tout, mais le 10 novembre sera une date gravée dans l'histoire de Mouel Bénin, parce que c'est le jour où un parti politique bien constitué, doté de son récépissé, est venu se fondre dans un parti qui attend son récépissé. Je voudrais vous dire merci parce que vous avez acheté, comme on le dit en fond, le PNCD perd ainsi ses attributs au détriment du Mouel Bénin, qui s'agrandit encore et encore. Et toujours dans le même registre, on retrouve Dona Jean-Claude Oussou, natif de Porto-Novo, qui a rencontré les jeunes de cette ville ce samedi 10 novembre 2018. Au menu des discussions, sa vie, son parcours professionnel, la politique, le programme d'action du gouvernement et le développement de Porto-Novo. Retrouvons Ghislain Pouguet pour plus de précisions. Je viens en frère. Un frère, un grand frère qui parle aux plus jeunes. Sa vie d'étudiant noir à Paris, ses difficultés, sa volonté jamais émoussée de se donner les moyens de finir son cycle d'ingénieur. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? De petits boulots ici et là, tout est bon pour gagner honnêtement de l'argent. J'ai fait du gardiennage. Ma tâche consistait à rester dans la vitrine de cette société et à surveiller s'il n'y avait pas quelqu'un qui allait déposer une bombe devant cette entreprise. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire pour gagner un peu d'argent en tant qu'étudiant? Malgré la rudesse de cette vie estudiantine, Dona Jean-Claude Oussou, l'ancien de EDF, Électricité de France, n'a jamais perdu de vue son objectif, tutoyer les sommets. On peut se contenter de quelque chose et travailler pour la suite. Rien ne peut vous empêcher d'être ce que vous devez être. Une leçon de vie pour demander aux jeunes de s'accrocher. Ne jamais lâcher. C'est ça la persévérance, c'est ça la volonté, c'est ça la détermination que je vous demande à tous. Il sonne la mobilisation. Même avec la magie, je ne peux pas tout seul changer quelque chose. Mais ensemble, nous pourrons déplacer des montagnes. Et je compte sur vous pour que nous puissions en déplacer le plus possible pour transformer cette ville et pour contribuer à révéler le Bénin, parce que c'est à travers votre révélation à vous-même que nous allons révéler notre pays au monde. Les jeunes de Porto-Novo sont séduits par le parcours de l'homme. Le monsieur a un parcours vraiment édifiant et tout ce qu'il a raconté à la jeunesse de Porto-Novo aujourd'hui, ça montre que nous devons en toute situation continuer à braver les situations. Il a travaillé pour la faim, il a travaillé dans de grands pays. Donc le président Patrice Talon a vu que c'est quelqu'un qui peut servir le Bénin, c'est quelqu'un à qui on peut confier de grandes responsabilités. Par exemple, les problèmes de coupure aujourd'hui de l'électricité, il n'y a plus ça au Bénin. Donc, je pense que le président a jugé bon placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ce qui m'a plus inspiré, intéressé dans l'histoire du ministre, c'est que le ministre a vécu ce que nous jeunes Béninois, nous vivons en réalité. Donc ça nous inspire l'espoir de persévérer. Même si nous sommes au chômage, nous devons espérer avoir l'espoir que demain sera meilleur. Ce que le ministre nous a dit aujourd'hui, c'est pour nous donner de force et nous donner d'espoir. Parce que dans la vie, si tu es en train de faire quelque chose, il faut toujours espérer. Il a eu de succès. Pour cela, toute personne dans la vie qui est en train de faire quelque chose, il doit espérer. Il doit savoir que demain, il aura quelque chose comme victoire. Le rendez-vous de ce samedi comporte un message fort, martelé tout au long de la soirée. On ne peut pas refuser l'appel de la jeunesse. Mais le message que je veux faire passer, le message qui était celui du président Patrice Talon, c'est le leadership. Et c'est ce message de persévérance, d'endurance, d'implication, de détermination et de volonté que je viens partager ce soir avec cette jeunesse nombreuse de Porto-Novo. Les jeunes ont manifesté leur volonté de voir l'initiative se pérenniser.
Voyons maintenant le dernier sujet de ce bulletin d'information. Les agents du Centre national de sécurité routière et ceux de la police républicaine seront sur le terrain dès ce lundi. Aujourd'hui donc, cette descente vise à contrôler la visite technique qui est de plus en plus négligée par les usagers de la route. Jean-Claude James pour plus de précision. Vérification de la visite technique d'un véhicule à l'aide d'un outil moderne. L'application de détection, désormais fidèle compagnon des agents de contrôle, élaboré par le Centre national de sécurité routière, CNSR. Les gens ne font plus leur visite technique. Après notre séance de travail, nous avions décidé de fournir la liste de tous les véhicules que nous avions pu extraire du registre d'immatriculation en République du Bénin à la police républicaine pour qu'à son tour, à partir de lundi, les contrôles puissent quand même continuer afin que ceux qui ne sont pas à jour puissent se mettre à jour. Tous les véhicules sont-ils concernés par la nouvelle mesure? Avec cette application, les contrôles seront ciblés. Ne seront interpellés que les usagers qui ne sont pas à jour, c'est-à-dire les usagers de la route dont les visites techniques sont soit expirées ou ceux qui n'en ont jamais fait. Quel est alors le sort des agents responsables des fausses visites techniques souvent constatées? S'il y en a qui profitent pour tenter de ne pas se présenter avec les véhicules, l'agent du CNSR et le propriétaire du véhicule pourraient être pris parce que nous pourrons identifier lorsque nous allons nous retrouver en face des véhicules branlants dont nous aurons des préoccupations de toutes, nous pouvons identifier quel est l'agent qui a pu certifier, dans quel sens ça a été certifié. L'opération de contrôle démarre lundi et les usagers de la route se préoccupent déjà du retour du rançonnement. Ceux qui ne sont pas à jour, ce n'est pas la peine de se mettre en circulation. Lundi matin, vous quittez votre domicile, c'est direction Centre national de sécurité routière, pour faire le nécessaire. Ne laissez pas qu'on vous interpelle avant de vous mettre en règle. C'est un contrôle ciblé. Et je profite pour rappeler à mes collègues que ce ne serait pas une occasion ni pour tracasser, ni pour rançonner. Le directeur général du CNSR a saisi l'occasion pour remettre au premier responsable de la police républicaine 800 kits alcotests électroniques avec embout. L'objectif est d'avoir en cette fin d'année 0 accident sur nos routes. Et ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre précieuse attention. On se retrouve tout à l'heure pour la revue des titres.
5 sur 7 matin se poursuit, bien évidemment. On enchaîne juste après le bulletin d'information. On enchaîne avec la revue des titres des quotidiens qui sont parus ce lundi 12 novembre 2018. Alors, Chérif est là pour nous seconder. Bon, là, elle va nous tripler. Oui, elle va nous tripler. C'est ça? Bon, d'accord. Je vais vous tripler, Ricardo. D'accord. Enfin, pour nous seconder. D'accord. On y va donc avec la... Allez, allons-y. La Nation, le journal du service public, La Nation, qui titre en manchette « Visite officielle du président Talon en Norvège, gain et honneur pour le Bénin », titre le journal. Et puis un autre titre à retrouver à la une de ce journal, bicentenaire du sacre de Guézo, les rois Glélé et Béonzin honorés. Lutte contre l'accaparement des terres, les organisations paysannes mobilisées, nous apprend le quotidien. Et puis un autre titre, top 100 des meilleures entreprises innovantes de l'UEMOA, l'ONUP distinguée. Une information à lire absolument dans les colonnes du journal Serge. Et puis ce bel éditorial, hein? Talon tel Sankara, c'est une question que se pose l'éditorialiste du jour dans La Nation. On passe à un autre journal, j'ai cru voir, Bénin Intelligent, qui parle de la grande mobilisation politique dans la 6e circonscription électorale et nous apprend que les coordinations de campagne de Talon sont au bloc progressiste. Une palme à Oswald Homeki ainsi qu'aux jeunes cadres de la 6e circonscription. Authenticité des visites techniques, vaste contrôle du CNSR et de la police républicaine. Ça démarre aujourd'hui même. Et à propos du renforcement du système sanitaire au Bénin, Patrice Talon joint l'acte à la parole, nous apprend Bénin Intelligent. L'autre vision à présent, l'autre vision lutte contre les infractions économiques au Bénin, la criette, l'instrument juridique qu'il fallait créer. Un impressionnant tableau de chasse peint en 2 mois d'existence, écrit le journal L'autre vision. Et puis, contrôle de l'authenticité de la visite technique, les forces musclées du CNSR et de la police républicaine seront sur le terrain ce jour. Un autre journal à présent, un autre journal, L'autre quotidien. L'autre quotidien, gestion de la crise dans les coopératives d'aménagement rural. Le gouvernement ramène la paix dans le secteur, analyse le journal. Et puis, préparatifs des écureuils U20 pour UFOAB. Mathias Deguénon rend officiellement sa première liste. Une liste peut-être à voir et à lire absolument pour mieux comprendre, Serge. L'événement précis à présent, l'événement précis qui rapporte cette interview avec Janvier Yaouidéou et nous apprend qu'il affirme que l'opposition ne fait pas paniquer. C'est un article, une interview à lire dans l'événement précis. Et à propos de diplomatie active du chef de l'État, Talon incite la Norvège à investir au Bénin, c'est ce que nous dit le journal, qui retrouve par ailleurs le Béninois Dimitri Fadonogbo distingué aux journées cinématographiques de Carthage. Nous allons voir Nord-Sud quotidien à présent, le journal Nord-Sud quotidien qui s'intéresse donc à la criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, et nous apprend que Charles Badou convainc de l'opportunité de l'existence de la criette. Et puis un autre titre, toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien, dépôt anarchique d'ordures à Cotonou, les instructions du procureur pour réprimer les auteurs. On passe à un autre journal à présent, Nouvelle Expression, sommet nordique africain des affaires NABA. Talon incite les investisseurs étrangers à s'imprégner des changements qualitatifs du Bénin. Et puis, réforme dans la gestion du foncier, 1% de la valeur de la parcelle à payer aux mairies dès janvier 2019. L'économiste, 13e session de l'Assemblée générale du WAP, extension et régulation du marché régional d'énergie, désormais une priorité, nous dit le journal. La campagne cotonnière 2018-2019 au Bénin, les États-Unis prévoient une récolte record.
Et voilà, c'est tout. Awa, merci beaucoup. Merci à vous et merci Ricardo. Merci Awa. Le week-end a été super bien. Super bien. Oui, super. Mais je rappelle que les week-ends sont faits pour dormir. Hein. On s'est reposé suffisamment, vous Serge êtes reposé. C'est ce que nous avons Serge, fait. vous êtes reposé. Peut-être que vous ne l'avez pas fait en tout cas. Serge, c'est vrai, vous êtes reposé. Moi non, j'ai eu un week-end assez chargé. Voilà qui dit la vérité. Moi, je me suis reposé. Dites la vérité. J'ai travaillé samedi, dimanche, je me suis reposé, voilà, c'est tout. C'est tout, vous n'êtes pas allé au stade? Au stade, on y va pour jouer, on y va pour faire du sport. Je ne suis pas dans l'équipe C'est des tellement écureuils. que vous y aviez été que vous l'avez rencontré là-bas. C'est sûr. Elle est une habituée du stade sans doute. Ça peut se comprendre. Allez, nous sommes lundi et vous le savez bien sûr, on va vous promener une fois de plus dans les arcanes métaphysiques de l'éducation de l'homme debout. Et aujourd'hui, Moussa Raimi nous apprend le code des opérations dans le phare. On en parle tout de suite. Eh bien, nous sommes dans les arcanes de la métaphysique, l'éducation de l'homme debout. Et aujourd'hui, à Moussa Raimi, vous nous faites découvrir le code des opérations dans le phare. C'est bien cela. Bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Moussa. Le code des opérations dans le phare, comment l'expliquer? Merci. Avant toute chose, permettez que nous remercions Dieu et les membres de nos ancêtres. Je vais toujours le faire. J'invite tout le monde à le faire humblement. Aujourd'hui, un livre est au programme. Nous nous sommes dit comment aider alors nos apprenants à mieux comprendre. Cela veut dire quoi? Comment faire comprendre la partie scientifique du phare. Puisque nous sommes dans à l'école, il faut expliquer les choses. Donc, en fait, quand on parle de code, c'est pour parler des repères. De lecture ou d'identification. Nous avons le code du rang, c'est-à-dire l'ordre d'arrivée de lecture des 16 signes d'abord. Le B, le Yekou, le Oli, le Di, jusqu'au dernier. Je ne sais pas si vous me suivez. Très bien. L'ordre là, vous pouvez l'utiliser. Ça veut dire B1 correspond au 1. Yekou, 2. Oli, 3. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, vous prenez votre date de naissance ou simplement votre numéro de voiture, tout ce qu'il y a de nombre. Vous pouvez alors le lier. Vous êtes né le 1er août. Le 1, ça veut dire que B est déjà là. Je ne sais pas si vous me suivez. Il suffit de chercher le 8e rang du signe. Vous verrez que c'est Aklan. Ça veut dire que le mois de naissance du Bénin sous l'influence de Aklan. Vous réduisez l'année, 1960, ça nous donne 16. Ça, le dernier signe. Je ne sais pas si ça veut dire le fou, je crois. Ça vous permet de savoir d'aligner les signes. De manière scientifique, il n'y a pas de problème de croyance d'abord. Et on peut lire qu'est-ce que ces signes annoncent et représentent. Maintenant, ça, c'est le code du rang. Mais il y a le code numérique, c'est-à-dire quel est le nombre qui correspond à chaque signe. D'accord. Qui vient de la réalité quadripolaire des éléments. Et du 5e qui est l'étain. Quand vous, par rapport à ça, par exemple, le 1, j'ai l'étain, midi. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous verrez que le Yekou midi est gouverné par le 16. Et ça, c'est déjà plus fort. Ce code est déjà plus fort. Maintenant, cela suppose que il suffit que chacun voit par rapport à sa date de naissance, et ça vous permet de savoir quels sont les signes. Chacun peut alors savoir qu'est-ce qui l'influence. Parce qu'il faut le dire, c'est d'abord une science, le phare. Maintenant, vous avez le code des symboles. Et vous verrez que quelle est la science occidentale qui explique ces symboles? Vous avez le tarot. Et vous verrez que chaque carte du tarot correspond à un nombre. Et j'ai un signe astrologique. Cela veut dire que si vous êtes d'un signe astrologique donné, vous pouvez retrouver votre correspondance dans le phare.
Je prends des exemples simples. Hein. Ouais. Vous prenez par exemple le signe qui gère le 16 dans le tarot, qui veut dire la tour foudroyée. Il suffit, si vous prenez par exemple le code numérique, ça veut dire que le 16 est en rapport avec Yekumidi. Donc, chacun de nous, par rapport à ces codes, peuvent s'identifier et même aller identifier quels sont les signes qui gèrent une journée pour nous par rapport au calcul. Ça veut dire que vous êtes devant un nombre. Je prends le Bénin qui est né par exemple en 1960. Ouais. L'addition donne 16. Or, le Fa se lit comme l'écriture arabe. Il faut quitter. Commencez par... Il suffit, par rapport au code, de trouver quel est le signe qui gère le 6 et le signe qui gère le 1. Et vous verrez que par rapport au code numérique, par exemple, ça va être le tchè, l'été. Puisque l'été fait 1, mais le 6 dans le code numérique fait tchè. C'est pour vous dire qu'on peut même savoir quel signe gère un jour sans aller voir un bokon quand on a ce code. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qu'il faut suivre alors là? Les interdits. Puisque pour que l'épreuve se déclenche, c'est que vous avez déséquilibré quelque chose. C'est ça que les gens ne comprennent pas. L'épreuve ne vient que du déséquilibre ou lorsque vous enfreignez à un interdit. Sinon, tant qu'il n'y a pas, on n'a pas enfreint d'interdit, il y a harmonie. Maintenant, vous pouvez même aller plus loin et s'intéresser à ce que nous appelons le code des contraires complémentaires. Et vous verrez que quand vous prenez les 16 signes, c'est mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle. B, mâle, Yeku, femelle. Woli, mâle, Di, femelle, jusqu'à... Et ça vous permet, par exemple, on prend par exemple par rapport au code numérique, par exemple. Je prends le code du rang. Oui. Le 2, ça fait Yeku, comme on a dit. Femelle. Je ne sais pas si vous me suivez. Très bien. Je saute le 3, je vais au 4e qui fait 10. Ça veut dire que 24, par exemple, ça fait 10. Yeku. Vous voyez, 2 signes de sexe féminin. Vous devez savoir qu'une anomalie va planer. Parce que les signes souvent de sexe féminin, il y a toujours la sorcellerie qui tourne autour. Suivez. Aujourd'hui, on doit expliquer terre à terre aux gens les choses. Okay. Pour que nous-mêmes nous apprenions à anticiper. Nous sommes dans le mois de novembre. Je dirais pas le nombre 11. Ouais. Si on va dans le code numérique, le 1 étant l'été, ça veut dire l'été 2 fois. Le mois, on doit savoir que le mois sera fort. Fort comment? Ah oui, l'été est fort. Ah oui, s'il vous plaît. Okay. L'énergie de l'été est trop grande. Maintenant, si vous prenez le 22, je reviens, par rapport à... Bien sûr. Le 22, par rapport au code du rang, deuxième signe du Fa, c'est Yeku. Ça veut dire 22 veut dire Yeku 2 fois. Ça veut dire que quand nous sommes sous l'influence du 22, Yeku règne en maîtresse. Donc nous sommes dans une période de nuit. Il faut se protéger. Je ne sais pas si vous me suivez. Protéger. Oui, ah oui, parce que vous oubliez qu'il y a beaucoup de sexe féminin. Ouais. Tout le mystère est là. Hein, il suffit d'identifier par rapport aux 7 signes. 2 par 2 à partir du haut, c'est toujours mâle, femelle, mâle, femelle. Puisqu'on n'a pas le temps, sinon on allait tout dire. Ouais. Lorsque vous vous retrouvez devant un homme qui représente un signe de sexe féminin, si c'est en plusieurs, il faut faire très attention toujours. C'est pour ça que le 22, il faut toujours faire très attention. C'est un nombre, comment on a appelé ça déjà? C'est un maître-nombre. Maître-nombre, voilà, c'est ce que je cherchais. Et si vous prenez par exemple le code numérique, le rang toujours d'abord, c'est le plus simple, le rang. Ça permet à tout le monde d'avoir accès. Il suffit de saisir sur l'Internet, vous avez les 16 signes, suivez le rang et donnez le numéro, le nombre correspondant. C'est le plus simple à utiliser. Les autres, c'est un peu pour les initiés,
les pratiquants. Et ça vous permet de vous repérer. Si vous êtes né un 22, vous devez savoir désormais que si vous voulez vous référer à la tradition dahoméenne, vous êtes sous l'influence du double Yekou. Maintenant, il y a d'autres codes. Hein. Il y a le code, par exemple, des essences. Le code des essences, c'est-à-dire quand on a fini pour faire les opérations expiatoires. Maintenant, il y a le code du verbe, les bessissa, les paroles fautes, les panégyriques. Tout ça, c'est scientifique, s'il vous plaît. Et quand vous faites la comparaison, l'analogie entre ces codes et l'universel, vous vous rendez compte que le fa est universel. Et qu'on peut l'exploiter. Maintenant, dans chaque code, il y a encore d'autres éléments. Hein. Si on prend le code symbolique, il y a le code chromatique dedans, c'est-à-dire le symbolisme des couleurs. Par exemple, né 22, on a dit double Yekou. Or, Yekou est représenté en figure par un cercle peint en noir. D'accord. Ça veut dire que la couleur noire domine dans le 22. Et ça vous permet de lire déjà. Il suffit d'avoir l'explication de chaque couleur et vous savez ce qui va aussi arriver. C'est pour vous dire qu'à travers la couleur, on peut aussi anticiper. Est-ce à dire que celui qui est sous l'influence du 22, il doit toujours mettre du noir ou bien il doit éviter le noir? Il ne s'agit pas d'éviter. Quand un nombre est en excès, cela veut dire qu'il faut être en état de pouvoir contenir les énergies. Il faut pouvoir équilibrer les choses. Si vous-même vous êtes en 22, choisissez le jour qui n'est pas gouverné par le noir. D'accord. Si vous choisissez le jour gouverné par le noir, et dans l'ignorance, vous choisissez encore l'heure gouvernée par le noir, il y aura forcément un incident quand vous allez sortir de chez vous. Dieu est mathématique. Hein. Quand on a atteint un niveau de connaissance, on se rend compte que avant que le diable n'agisse, il trace une figure toujours. Or, cette figure, si vous savez son point de départ, par rapport au code, vous saurez là où il veut aller faire et à quel moment il va agir. Et vous l'attendez en anticipation. C'est pour ça que parfois, vous voyez deux choses ensemble et vous pouvez dire, ça ne marchera pas. Parce que vous avez les codes dans la tête. C'est comme ça que l'homme du FAT travaille. Le monsieur que vous voyez, le Bokono, en fait, c'est toute une mathématique de repère qui est dans sa tête. Parfois, celui qui dit il est visionnaire, s'il n'a pas le temps de dormir, il travaille par rapport au code. Il vous regarde dans le visage. Vous avez un œil en haut, un œil en bas. Il sait ce que vous êtes en même temps. Directement. Par rapport à la manière dont vos sons sortent, il sait qui vous êtes en même temps. Votre taille. Puisque des signes sont dessus sur chacun de nous, qui indiquent qui nous sommes. Parfois même, vous prenez la forme de la tête, on vous amène, mon frère Serge, tout de suite, on vous donne 7 personnes pour identifier le voleur. Si vous vous repérez au code, vous allez dire que c'est telle personne. Et ça ne ratera pas. Ah ouais? Parce qu'il y a des figures qui sont classées potentiellement criminelles. Il y a des gens, quand vous les voyez, leur dissonance indique potentiellement que c'est des criminels. Et si vous voulez, si on pouvait faire sortir les grands criminels, là, on va travailler sur leur visage. Vous allez voir qu'ils se ressemblent souvent dans un code de forme donnée. Vous allez voir que tous ceux qui sont trop angulaires sont souvent des gens soit trop sévères. Quand on est très angulaire, là, carré, et potentiellement criminel. Surveillez ce phénomène-là. D'accord. Donc, c'est pour vous dire que quand on dit fa, ce n'est pas de la rêverie, c'est pas que... Non, c'est toute une science et c'est des codes. Tout simplement.
pour lire. Et quand on a accès à ces codes, tout le monde peut commencer à anticiper. Maintenant, le code le plus difficile, souvent, c'est le code alchimique. Maintenant, le signe est sorti, qui annonce le négatif. Comment faire pour transférer, puisque c'est la loi des transferts qui a lieu là, à travers mélange de plantes, d'essences, et les palliations viennent. Ou, lorsqu'on veut augmenter, c'est toujours dans le code alchimique ou le code des essences qu'on va intervenir. Donc, c'est pour vous dire que si on prend par exemple l'hysope, comme on a dit la fois dernière, ça rentre dans le code des essences pour la purification. Et quand on y parlait du wuli-kwekwe, vous voyez, le wuli-kwekwe est déjà en rapport avec la force du l'éther. Mais souvent, le wuli-kwekwe change la vibration de la puissance du verbe. Voilà un peu. Merci. Merci beaucoup à Moussa Raimi d'être venu sur le plateau. On se donne rendez-vous peut-être vendredi. Enfin, on en parlera tout à l'heure. S'il plaît. On en parle. Vendredi avant lundi, on verra bien. D'accord. Merci beaucoup à Moussa. À tout à l'heure. Passez un très bon lundi. Merci. Allez, on va maintenant installer le chroniqueur pour la chronique du jour. Aujourd'hui, on parle des EPS, les établissements privés d'enseignement supérieur. Vous le savez, la liste provisoire, elle est désormais officielle. Ceux qui sont homologués, autorisés à exercer en 2018-2019. La crème de la crème. Est-ce que finalement, cet écrémage, il est irréprochable? C'est une grosse interrogation que pose aujourd'hui Osias Sounouvou. Oui, la liste, elle est connue depuis quelques jours, publiée. Les établissements d'enseignement privé qui, justement, ont été retenus par le gouvernement. C'est une réforme majeure et aujourd'hui, le chroniqueur s'intéresse justement à cette réforme. Est-ce que cette liste, Osias Sounouvou, je dirais, traduit réellement cet écrémage? Est-ce que c'est un écrémage irréprochable? C'est la question que vous posez aujourd'hui. Exactement, c'est la question que je pose en titre à ma chronique, réponse entre les lignes donc, de mon analyse qui va suivre. Alors, la liste des établissements privés d'enseignement supérieur autorisés et ceux infréquentables. Dodi Amozouvi Depes, directeur de tutelle, a livré le 7 novembre dernier la sentence du Conseil consultatif de l'éducation validée par le gouvernement. À l'examen des 50 demandes d'agrément, il y a des admis, les 24 autorisés de sa bouche, chiffre annoncé de sa bouche, les 50 qui vont devoir fermer pour des filières qui n'ont pas reçu d'agrément et puis les 12 recalés pour non-soumission de demande. En attendant, clarification, précise-t-il. Mais on imagine bien qu'au-delà des listes, c'est très important pour fixer, orienter autant les parents que les étudiants. Il y a cette question que j'imagine vous poser, que tout le monde se pose sur les critères de choix et d'élimination. Commençons par les conditions d'agrément irrecevables. Tour à tour, un établissement peut voir son agrément rejeté pour dossier incomplet, irrecevable pour filière non autorisée ou défaut de maturité d'une filière qui doit exister pendant 2 ans avant d'être homologuée. Statut illégal d'existence même de l'établissement ou de son directeur ou promoteur pour conflit d'intérêts. S'il est par exemple agent permanent de l'État et en même temps directeur ou promoteur d'un établissement privé, il y a conflit d'intérêts, il n'y a aucune chance d'avoir d'agrément. Ou si c'est un retraité de moins de 5 ans. Mais il y a aussi le seuil minima consolidé de demande d'autorisation de filière. Il faut, lorsque vous déposez une demande d'agrément pour plusieurs filières, qu'au moins 50% des filières demandées soient validées et obtiennent l'agrément. Il y a également la question de la moralité défavorable ou douteuse, la question de la condamnation d'un établissement, c'est propre à éliminer justement de la liste des établissements ayant un agrément. Infrastructure, équipement hors normes, qui ne respectent pas les normes. Président scientifique multicasquette dans plusieurs établissements à la fois, ça fait désordre. Personnel enseignant non qualifié ou au profil qualifié en nombre insuffisant. Et puis il y a aussi la catégorie
des établissements qui ont eu un avis réservé, à qui il est demandé des garanties supplémentaires pour pouvoir statuer sur leur agrément. Un délai de 2 semaines leur offert pour se mettre à jour. Enfin, les établissements que je qualifie de clés sous paillasson, ce sont les établissements qui vont devoir fermer. Alors, cela survient, cette décision, en absence de plan de fonctionnement ou pas de fonctionnement du tout. 5 établissements qui avaient même été suspendus depuis 2 rentrées sont concernés et ils n'ont pas rapporté aujourd'hui la preuve de leur respect ou du rattrapage des critères. Puis, il y a les établissements fermés pour n'avoir pas du tout déposé de demande d'agrément. Ils sont considérés comme des réfractaires à la réforme ainsi engagée. Désormais, au Bénin, donc, l'existence des établissements privés d'enseignement supérieur est soigneusement organisée, régi par 3 régimes juridiques, autorisation, agrément et homologation. L'homologation donnant droit à des diplômes nationaux délivrés au nom de l'État si la filière n'est pas dans l'offre publique de formation. Alors, quand vous regardez ces critères, on se dit il y a quand même une certaine rigueur dans l'attribution ou le retrait, le refus d'agrément. Mais ces critères, cette démarche est renforcée par une méthodologie assez pointueuse. Elle procède par plusieurs annonces à l'avance, d'accord, des dépôts de demande d'agrément, des relances, des séances de sensibilisation aux établissements, des compléments d'informations demandés, des travaux techniques et puis ensuite la transmission au ministère des dossiers après les travaux techniques pour les observations du ministère, délibération sur les observations du ministère avant la transmission au gouvernement pour décision en Conseil des ministres. C'est ce qui fut fait. Après ce processus visiblement tatillon et minutieux, tout ceci apparemment, en tout cas cette procédure, tout ce processus de sélection ne souffre visiblement pas de défaut de crédibilité en apparence. Et on peut dire qu'un véritable écrémage a été effectué pour offrir le meilleur de la formation à la jeunesse béninoise, candidat plutôt à l'enseignement privé. Mais, et c'est là qu'intervient mon bémol, puisque le diable se lauve souvent dans les détails. Le détail n'est pas un moindre, c'est le cas troublant de l'un des fleurons de l'enseignement supérieur privé du Bénin, parmi les rares à s'exporter hors du territoire et hisser le Bénin sur le toit du monde par moment, lors de grandes compétitions intellectuelles et académiques. C'est le cas Serco. Recalé pour agrément irrecevable, apparemment victime d'un malentendu. Essayons d'adoucir l'observation. Donc, victime d'un malentendu, sans bénéfice de circonstances atténuantes, au prix d'un bras de fer vieux de quelques mois avec la ministre de tutelle sur la fameuse polémique des diplômés ou examens uniques étatiques imposés. Alors, parlons des malentendus. Alain Capotiti, le président de cette université privée, expose dans une publication sur Internet des faits troublants comme autant de blocages indépendants de sa volonté. Pas de notification reçue pour dépôt de dossier d'agrément, alors que ses collègues en ont reçu 6 mois plus tôt. Alors, ma question, elle est toute simple. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de communiqué largement diffusé pour informer tout le monde? Et pourquoi n'a-t-il pas reçu notification de la part de sa fêtière? Dans un pays organisé qui se veut modèle par des réformes rigoureuses, salué du reste, Alain Capotiti devrait avoir reçu une alerte ou une relance. Mais faisant bon cœur contre mauvaise fortune et pour ne plus, je le cite, m'opposer aux réformes, il profite des 15 jours encore valides pour déposer son dossier avec signature scannée puisqu'il était absent du territoire. Dossier rejeté pour signature non originale. Il envoie alors le dossier avec signature fraîche manuscrite originale par courrier express dans le délai. Mais patatras, Serco n'aura pas le quitus pour que son dossier soit déclaré recevable. Il attend que son recours au chef de l'État aboutisse après ce vin adressé à sa ministre de tutelle au sujet des circonstances atténuantes. Considérons les exploits académiques quand même, réalisés par Serco via ses étudiants et son personnel d'encadrement. D'ailleurs, il commence par dire, ce n'est pas vrai qu'on dise qu'il n'a pas d'agrément, car les diplômes Serco ont été signés en 2015 des mains du ministre, en 2016 par le directeur de cabinet, donc homologués tant au plan national qu'au niveau du CAMES. Il demande que ne soit fermé Serco, classé première école privée informatique du Bénin et de l'espace CAMES, après une compétition entre 19 écoles publiques et privées des 19 pays CAMES. 11 autres prix, dont 4 internationaux. Ce n'est pas inutile de citer au moins 2 ou 3.
je cite, le deuxième prix au concours international de robotique et d'électronique, le premier prix du Challenge Space App 2017-2018 de la NASA, premier prix au concours Africa Mobile App du ministère béninois de l'économie numérique avec l'application 10 mois doc qui ira défendre le drapeau du Bénin numérique à la phase mondiale à Barcelone en 2019. Et bien d'autres prix, premiers prix en Afrique. Ne me punissez pas alors que j'ai tenu haut le drapeau du Bénin et de prier enfin la ministre de tutelle à ne pas rester sourde aux cris de ses étudiants, de ses employés dans l'angoisse du chômage après 20 ans de travail. Ne tuons pas nos pépites, celles qui font l'honneur et le rayonnement du pays sur la scène internationale, comme en Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays africains où Serco s'impose comme un must de label d'ingénierie de formation technologique et high-tech. Sommes-nous condamnés à faire du Bénin un mouroir de talent et faire ainsi échec aux prometteurs projets présidentiels de révéler au monde notre intelligence et nos atouts? Ou alors faudra-t-il pour ses fils les plus doués s'expatrier comme seule perspective de rayonnement à l'instar de la diva, la sublime Angélique Kidjo, plus ambassadrice que jamais d'un Bénin virtuose sur la prestigieuse scène événementielle offerte au 100e anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre le 11 novembre dernier. On espère qu'avec l'entregent du premier magistrat, le Conseil consultatif saura réhabiliter le label Serco, dont M. le DPS refuse d'ailleurs de penser qu'ils ont décidé d'affronter l'État, parlant des établissements qui n'auraient pas déposé leur demande d'agrément. C'est lui-même qui le dit d'ailleurs à leur décharge. Entre habile ironie et subtile plaidoirie, espérons que cette rhétorique saura mieux que notre analyse révéler les failles de ce formidable écrémage des écoles supérieures d'enseignement privé et offrir ainsi pour celles victimes d'erreurs ou d'inutiles rigorismes une issue fondée non sur des ressorts passionnels subjectifs, mais sur la rationalité de règles bien établies et sur la rationalité d'un Bénin qui gagne avec ses talents, avec ses intelligences. Ces mêmes fiertés qui honorent partout le Bénin de leur génie, peut-être, hélas, sauf sur leur terre natale. Jamais, dit-on, nul n'est prophète chez soi, n'a été aussi tragiquement vrai. En tout cas pour l'heure, en attendant le couperet de la deuxième chance offerte aux réclamants, après le couperet des listes provisoires, mais rudement officielles. Osias Nouveau, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On fait le débat tout à l'heure même. Pour moi, le droit à la santé, c'est encourager les hommes à faire le dépistage du VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est donner à tout enfant la chance de naître sans sida. Pour moi, le droit à la santé, c'est promouvoir les droits des personnes vivant avec le VIH. Se moye mi natro nuwa itengberuko e gba firun peno gonu Benin to oton soro tenu mi wa lo dagbe e mi duna zan bo Benin to betra inu ko ganjie jo amo mi ton e yesun fan bo doji ganji la ipon e fi lameno dagbe yo ndudu abinu sisof note temeteme e do o khadele gesi lo to beto be fie. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Nous sommes lundi 12 novembre 2018 et comme tous les lundis par ici, nous parlons essentiellement éducation et technologie de l'information et de la communication, l'éthique. La chronique à l'instant se penche justement sur cette actualité au niveau donc du ministère de l'enseignement supérieur avec la liste des établissements d'enseignement privés et d'enseignement supérieur qui ont été homologués
par l'exécutif. Nous allons d'ailleurs revenir donc sur ce sujet dans le forum de discussion. Mais avant, on vous rappelle la question du jour. Comment reconnaissez-vous les fake news sur les réseaux sociaux? Comment reconnaissez-vous les fake news sur les réseaux sociaux? C'est la question que nous vous adressons ce lundi, question à laquelle vous pouvez donc répondre via nos divers canaux de communication. C'est Twitter, c'est Facebook, mais c'est également WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Premier sujet à aborder ce jour avec nos confrères et collègues en plateau. Osia Sounouvou, merci de rester avec nous. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Ricardo. Josué Merouinou, bonjour. Bonjour Ricardo, Serge, bonjour. Bonjour Josué. Patrick Gérard Jossou, bonjour. Oui. C'est complet. Bonjour Ricardo, Loïc Pécou. Merci. Serge Sénandé Ayaka. Merci beaucoup à vous d'être là. Alors, cette liste provisoire des EPS1 autorisés à exercer en 2018-2019, vous l'avez certainement parcouru. Il n'y a pas des moindres qui sont absents. Le chroniqueur est revenu sur un cas précis. On en parlera tout à l'heure. Mais la première question, j'aimerais bien la poser à Josué. Je sais que votre quotidien a fait un travail exceptionnel là-dessus, en cherchant d'abord à connaître ou à comprendre les raisons qui ont motivé certains choix qui ont été opérés. Qu'est-ce qu'on reproche notamment à ceux qui ont été mis de côté? Merci Serge. Je pense que ce qui est reproché essentiellement aux EPS qui sont désormais interdites d'activité dans le pays, c'est 2 ou 3 choses essentielles. La première, c'est qu'il y en a qui sont en cessation d'activité depuis 2 ans, d'accord, qui ne tournent plus vraiment. Il y a une autre catégorie d'EPS qui, dont les programmes de formation ne répondent pas vraiment aux exigences du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vous permettez, avant de vous laisser continuer, rappeler aux amis téléspectateurs que EPS, ça veut dire établissement privé d'enseignement supérieur, ce qu'on appelait abusivement, il y a encore quelques années, les universités privées. Voilà, effectivement. Et donc, il y a une autre catégorie d'établissements qui n'ont d'ailleurs pas leur raison d'exister parce que c'est des établissements qui n'ont pas une existence, on va dire, légale, qui n'ont pas des papiers à jour. Et donc, en somme, c'est des endroits où on essaye de dispenser un savoir à des étudiants alors qu'en réalité, ça n'a pas sa raison d'être. Parce que peut-être ceux qui y sont n'ont pas la qualification requise, ceux qui en sont promoteurs ne sont pas habilités à le faire et le savoir qui est dispensé n'est pas vraiment à la hauteur de ce que ça devait être. Donc je crois qu'en gros, c'est ce qui est reproché à ces établissements privés d'enseignement supérieur qui désormais sont interdits d'activité sur l'ensemble du territoire national. Je pense que c'est une décision à saluer dans la mesure où on ne peut pas permettre à ce qu'on s'amuse de cette manière-là avec le savoir enfin, l'enseignement à dispenser à des étudiants. Et surtout, n'oubliez pas qu'au niveau de l'enseignement privé supérieur, la formation coûte excessivement cher. Je crois même que c'est l'une des raisons pour lesquelles, je ne dirais pas tout le monde, mais quelques individus cupides ont trouvé la manie d'aller se cacher dans ce milieu-là en pensant qu'on peut faire fortune en s'amusant avec l'avenir des enfants. Je pense que ce n'est pas trop bien. Donc, il y a tous ces éléments-là qui font que ces établissements-là ont été suspendus. Et je disais tout à l'heure que c'est une décision à saluer. Et les parents d'élèves, enfin les parents d'étudiants et les étudiants eux-mêmes ont des raisons de se réjouir suffisamment du fait qu'aujourd'hui le masque soit tombé. On sait désormais qui est qui. Parce que n'oubliez pas que même au niveau des établissements qui ont été autorisés à continuer par dispenser le savoir, il y en a à qui on a retiré certains programmes de formation. Il y en a qui dispensaient certains modules de formation qu'on a dû suspendre certainement parce que tous les éléments qu'il faut ne sont pas au rendez-vous pour dispenser de tels savoirs dans ces universités. Donc, on va dire en gros que c'est un nettoyage qui a été fait plus ou moins en profondeur au niveau de ces établissements-là et je pense que c'est réellement à saluer. Aujourd'hui, on voit un peu plus clair. On sait quel établissement est autorisé et non seulement quel établissement est autorisé à donner quel type de savoir à quel type d'apprenant. D'accord. Alors, Patrick Jossou, est-ce que vous diriez exactement, comme Josué, il y a quelques instants, que désormais on sait qui est qui? Est-ce que ce tri, ce tamis
plus ou moins rigoureux permet d'opiner, qu'on sait désormais qui est qui sur Oui, je dirais pratiquement la même chose. Oui, désormais on sait qui est qui, on sait que certains établissements n'étaient pas totalement en règle et que l'enseignement qui était dispensé on avait des doutes sur ces enseignements. Mais moi, mon problème, c'est